Bonjour Boris. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui on va parler d'un régime à la mode, ou en tout cas d'un terme à la mode. On va parler du régime cétogène. Allez, on y va. Alors aujourd'hui le mode cétogène semble résoudre tous les problèmes, ça devient un terme très à la mode. Et on va voir aujourd'hui que la réalité est un petit peu différente. Alors est-ce que tu peux commencer par nous faire un petit rappel sur ce qu'est la cétogénèse ? Alors pour la cétogénèse, je vous renvoie sur le podcast qu'on avait fait, qu'on avait intitulé La cétogénèse en bref, pour plus de détails. On va juste résumer pour peut-être clarifier la suite. De façon très schématique, on a besoin d'utiliser un certain nombre de choses que l'on a stockées, dont les graisses, pour pouvoir produire de l'énergie. Ça, on appelle ça le catabolisme, peu importe. Et ça se fait essentiellement grâce à des réactions d'oxydation. Ça permet de brûler, en fait, en l'occurrence, par exemple, des graisses. Il y a deux façons principales de brûler des graisses pour s'en servir à des fins énergétiques. La principale, c'est la bêta-oxydation qui est utilisée notamment par les muscles, nos muscles lorsqu'on fait une activité physique par exemple, par le cœur aussi, qui est une forme particulière de muscle. Et puis il y a d'autres organes, comme le cerveau, comme le rein, qui n'arrivent pas à faire cette bêta-oxydation, qui est vraiment l'oxydation totale et complète des graisses, très efficace, et qui ont besoin qu'on leur prémâche un peu le travail. En quelque sorte qu'un autre organe préoxyde un peu les graisses de façon à ce que ce soit plus facile. Ça, c'est ce qu'on appelle la cétogénèse. Et c'est le foie qui s'y colle. L'utilisation des graisses en général et la cétogénèse en particulier n'est possible que si l'insuline est basse, ce qui est logique parce que l'insuline c'est une hormone de stockage qui permet de stocker notamment des sucres sous forme de graisse. Donc si l'insuline est suffisamment basse, on peut faire cette cétogénèse et on peut dire qu'il y a deux principales façons de stimuler cette cétogénèse, soit parce qu'on est en situation de jeûne et qu'on va donc avoir besoin de déstocker, donc c'est ce que j'appelle du coup de la cétogénèse de jeûne ou de la cétogénèse de déstockage. Et puis il y a une cétogénèse que l'on va stimuler en mangeant très gras et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas ou très peu d'insuline, donc pas de glucides en l'occurrence, et donc c'est ce que moi j'appelle la cétogénèse d'apport, ce qui est donc une cétogénèse alimentaire, celle qui est liée au fameux régime cétogène. D'accord, alors qu'est-ce que le régime cétogène ? Le régime cétogène, du coup, c'est un régime qui est très riche en graisse, qui va permettre de stimuler cette cétogénèse et qui contient suffisamment peu, quasiment zéro glucides, donc sucre rapide, sucre lent, pour ne pas faire monter l'insuline, parce que l'insuline bloquerait cette cétogénèse, et avec pas énormément de protéines non plus, parce qu'elle déclenche une petite réaction insulinique, comme on dit, qui du coup peut diminuer grandement cette cétogénèse. Cette appellation de régime cétogène a-t-elle vraiment du sens ? Non, globalement, elle n'a pas vraiment de sens parce que c'est pas le régime alimentaire qui est cétogène directement. Il va provoquer une cétogénèse, mais pas seulement, il va provoquer d'autres choses dans le métabolisme. Donc c'est pas une façon de s'alimenter qui directement est cétogène. C'est parce que on s'alimente avec beaucoup de graisse, pas de sucre, ni rapide ni lent, et une quantité modérée de protéines, que l'on va en fait stimuler du coup ensuite la cétogénèse. La cétogénèse, c'est la conséquence d'un régime riche en graisse, très pauvre en glucides et modérément riche en protéines. Et dans les pays anglo-saxons, on appelle ça volontiers donc le régime low carb, pour carbohydrates qui sont les glucides en anglais. Donc low, c'est même pas low, c'est very low, donc très peu d'hydrates de carbone, donc de glucides. High fat, donc beaucoup de graisse, et on devrait compléter en disant middle prot, c'est-à-dire pas trop de protéines. Voilà, c'est le fameux régime low carb high fat. La cétogénèse fait-elle perdre du poids en soi ? Alors là, ça va peut-être un peu irriter, mais notre réponse est très claire, c'est non. La cétogénèse, en tant que telle, elle ne fait pas directement perdre du poids. Pourquoi ? Parce que cette cétogénèse, elle peut être déclenchée par l'alimentation. En effet, si c'est une cétogénèse de jeûne, oui, alors par définition, elle fait perdre du poids. C'est une cétogénèse qui va taper dans nos réserves. Donc on va déstocker, on va brûler nos réserves, donc on va fondre obligatoirement. En revanche, si c'est une cétogénèse d'apport, c'est une cétogénèse alimentaire, c'est-à-dire encore une cétogénèse du régime cétogène, je vais apporter de façon massive des graisses, pas de sucre pour pas interférer et pas trop de protéines, et donc je vais stimuler cette cétogénèse à ce moment-là. Mais je la stimule en apportant massivement des graisses. Et selon la quantité de graisse que je vais apporter par rapport à mes besoins énergétiques, par rapport à mon taux métabolique de base qui lui-même peut varier, eh bien, je ne vais pas forcément perdre du poids. Alors je nuance un tout petit peu, parce que chez des gens qui consomment beaucoup de glucides,
les full carbs comme on les appelle parfois, je sais quoi, c'est-à-dire les recommandations de santé, quoi, grosso modo, eh bien ces gens-là ont des taux d'insuline très très élevés, hein. C'est ce qui d'ailleurs provoque le syndrome métabolique prédiabète-diabète, on en parle très régulièrement dans nos podcasts parce que c'est extrêmement préoccupant, extrêmement dangereux. Eh bien effectivement chez les gens hyper insuliniques, le fait de diminuer considérablement la consommation de glucides, de sucre rapide et de sucre lent, et de compenser en augmentant la quantité de graisse, va effectivement permettre de perdre du poids dans un premier temps, et on peut fondre littéralement avec un régime cétogène si on est en surpoids ou obèse, dans le cadre d'un régime très riche en glucides tel que recommandé aujourd'hui. Mais c'est un cas particulier. Alors pourquoi est-ce qu'on associe souvent la cétogénèse et la perte de poids? La cétogénèse, elle a été bien étudiée initialement dans le cadre du jeûne prolongé, c'est-à-dire 48 heures, à partir de 48 heures de jeûne, 72 heures, mais des fois des jeûnes qui allaient bien au-delà. Alors les gens s'hydrataient, mais pouvaient rester, pour certains d'entre eux, jusqu'à plusieurs centaines de jours en jeûne. Alors attention, on ne vous recommande pas du tout de rester plusieurs centaines de jours en jeûne, certainement pas, c'est mortel dans un certain nombre de cas, surtout si vous n'avez pas assez de réserve en graisse, hein. Donc danger, mais en tout cas des jeûnes de 48-72 heures, c'est extrêmement intéressant, et parfois 1 ou 2 semaines d'ailleurs sous surveillance médicale si possible, bien entendu, a fortiori s'il y a un diabète derrière. Bon, là ça a été très bien étudié, et on veut reproduire en fait par le régime cétogène cette cétogénèse, sauf que on la reproduit non pas en jeûnant mais en mangeant. Ouais, c'est vrai que c'est particulier comme idée. C'est un peu spécial, oui, ça veut dire qu'on veut essayer de reproduire les bienfaits du jeûne, mais sans se donner la peine de jeûner. Alors on comprend, c'est sûr que c'est plus facile. Bon, néanmoins, même s'il y a certains bénéfices, parce que la cétogénèse a des bénéfices en dehors du poids, au niveau neurologique, etc., ça c'est autre chose. Mais il est évident que ce raccourci a forcément ses limites. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques différences entre la cétogénèse d'apport et la cétogénèse de jeûne? Pour détailler ça, on pourrait peut-être en discuter dans un podcast dédié, effectivement, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire entre ces deux types de cétogénèse qui sont souvent confondus, hein. On dit cétogène, mais en fait, entre le régime cétogène et la cétogénèse de jeûne, c'est quand même assez différent, que ce soit sur la santé et la longévité. On va dire, pour résumer, vraiment, faire court, pour résumer ce qu'on a dit jusque-là, la cétogénèse du régime cétogène, c'est une cétogénèse qui est stimulée par un apport massif de graisse, dans le cadre de mon alimentation, éventuellement 2 fois, 3 fois, X fois par jour, tout en ayant du coup une insuline très basse, en ne consommant donc pas de glucides et pas trop de protéines. Voilà, donc ça c'est vraiment cette cétogénèse d'apport, et en revanche, la cétogénèse de déstockage, qui est la cétogénèse de jeûne, parce que là je suis en privation totale, je ne parle pas de régime hypocalorique du tout, hein. Je parle de privation totale de nourriture, je m'hydrate bien entendu, et là c'est l'alerte générale au déstockage, et la cétogénèse fait partie des processus nécessaires au déstockage avec la bêta-oxydation dont on a parlé. Donc on voit bien que dans le cadre du régime cétogène, cette cétogénèse d'alimentation, cette cétogénèse d'apport, je vais certes stimuler la cétogénèse, mais possiblement sans même toucher à mes stocks de graisse. Ok, et donc est-ce qu'on peut grossir malgré un régime low carb high fat dit cétogène? Ah bah oui, et la preuve, par exemple moi, hein, et je fais partie de ceux qui ont pu grossir en régime cétogène. Chez Sequoia Santé, vous savez, on teste tout. On a testé des régimes végétariens type flexitarien, on a testé des régimes carnivores, on a testé des régimes cétogènes, des régimes kétocarnivores, etc. Jusqu'à arriver du coup à essayer de faire une espèce de synthèse de tout ça. Bref, oui, bien sûr, on peut prendre du poids sur un régime cétogène, bien évidemment, parce que, en fait, certes, l'insuline est très basse. Donc, dans un premier temps, si on est en excès d'insuline, comme la plupart des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, on va perdre du poids, hein, parce qu'on va commencer à déstocker. Ce qu'on ne nous dit pas, ou ce dont on n'a pas forcément conscience, c'est que pour fonctionner, et donc déstocker malgré un apport massif de graisse, il faut qu'on puisse ne pas exagérer sur l'apport de graisse. C'est-à-dire qu'en fait, on suppose que l'apport de graisse va déclencher une satiété très forte qui va faire qu'au bout d'un moment, hop, je suis écœuré, il n'y a plus rien qui passe. Hein, vous prenez de l'huile d'olive à la cuillère ou du beurre à la cuillère, au bout d'un moment, hop, il n'y a plus rien qui passe, il y a une nausée même qui peut arriver. Donc ça c'est vrai dans les premiers temps, d'autant qu'on a été interdit de graisse, hein, vous le savez, depuis les années 70. Et du coup, là, à ce moment-là, on va très vite arriver à satiété, on ne peut plus rien manger d'autre. Et donc, dans ce cas-là, en fait, les apports de graisse ne sont pas massifs et ne suffisent certainement pas à couvrir les besoins, pour peu qu'on ne soit pas sédentaire. Et donc, à ce moment-là, il y a une cétogénèse de déstockage qui se met en route derrière. Et donc là, on perd du poids. Néanmoins,
Lorsqu'on s'habitue, et on s'habitue à tout, eh bien derrière, cette satiété, on va la décaler. Et par exemple, moi je suis capable au régime cétogène de manger des quantités impressionnantes de graisse avant de déclencher la satiété qui a reculé. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus du tout de déstockage, il n'y a que de l'apport. Une partie est brûlée sous forme de corps cétonique par la cétogénèse, mais une autre partie obligatoirement est stockée, parce qu'on oublie un deuxième aspect très important en termes de biologie d'évolution, c'est que le corps a pour objectif de stocker, toujours stocker, parce qu'on était dans un environnement où c'était difficile de stocker, et c'était important pour la survie. Ça, on l'oublie souvent. Donc, à la limite, quel que soit le régime, il n'y aura pas d'artifice en dehors de pratiquer un jeûne et d'utiliser d'autres aspects de notre vie, on ne pourra pas perdre comme ça de graisse. Et ces autres aspects sont très importants. En effet, ce qui est important, c'est vraiment un aspect hormonal. Et donc, il y a un effet un peu calorique général, même si on déteste cette appellation, on va dire un côté énergétique, et puis il y a un effet hormonal. Et c'est vraiment les deux qui vont interagir. Et pour cela, vous savez que les hormones sont très très dépendantes de la qualité et de la quantité de votre sommeil. Je vous renvoie sur un podcast dédié justement au manque de sommeil qui a pu me faire grossir. Deuxièmement, c'est très lié à la lutte contre la sédentarité. Le fait simplement de tourner debout, eh bien, ça me permet d'augmenter un petit peu mon métabolisme de base, et puis surtout, je suis moins sédentaire, donc ça c'est très très positif. Il y a la pratique d'une activité physique au sens sport, beaucoup plus intensive aussi, qui est très importante. Il y a le rythme des repas, qui, alors avec l'âge, on instaure des habitudes, petit déjeuner, alors je vous renvoie sur un podcast aussi à ce sujet, qui est une des pires choses qu'on ait inventées, puis le repas du midi à une heure précise, le repas du soir, surtout on ne saute pas de repas, on a peur de sauter des repas, alors que quand on est plus jeune, quand on est pris sur une journée de ski ou de randonnée ou de natation, on n'a pas forcément l'occasion, ni d'ailleurs les moyens financiers de manger, et donc on va faire des petits jeûnes, on va sauter des repas plus volontiers, et puis en plus on est plus adaptable, plus flexible, on a moins d'idées rigides dans notre tête, et donc on s'adapte plus facilement. Et enfin, il y a le stress, bien entendu, le fameux stress chronique qui se développe souvent au fur et à mesure des années, lorsque l'on emménage, lorsque on peut contracter des emprunts avec le travail, avec la famille, des enfants, etc. Autant de stress qui vont se rajouter, et avec d'ailleurs une résistance au stress qui en fait va diminuer avec l'âge, et donc qui va faire que globalement, qu'on en soit conscient ou non, d'ailleurs, on va être de plus en plus stressé. Et ça explique au moins partie pourquoi chez les plus jeunes, chez des adolescents, des jeunes adultes, ils sont généralement plus minces que nous, ils ont plus de facilité aussi éventuellement à perdre de la graisse. Pourquoi ? Parce que justement, c'est eux qui vont pouvoir s'adapter plus facilement avec des périodes de jeûne, en sautant des repas pour des activités physiques, à être moins sédentaires, etc. Tout ce qu'on vient de lister, on retrouve en fait ça chez les plus jeunes d'entre nous, et on perd ça avec l'âge. Bon, merci pour toutes tes réponses, Boris. Alors, si je pouvais récapituler, je dirais que le régime low carb, high fat, dit cétogène, va en général entraîner une perte de poids assez rapide chez des gens qui étaient hyper insulinémiques, c'est-à-dire des gens qui avaient un régime avec beaucoup de glucides, que ce soit des sucres rapides ou des sucres lents, les gens qui faisaient beaucoup de repas par jour, donc avec vraiment un hyperinsulinisme. Le régime cétogène va fortement diminuer l'insulinémie et donc entraîner rapidement une perte de poids, parce que la diminution de l'insuline dans l'organisme va diminuer le stockage de graisse, mais à partir d'un moment, ça ne va plus suffire. Et donc cette lutte contre l'hyperinsulinisme est très, très importante. On sait que l'hyperinsulinisme entraîne un vieillissement accéléré, une prise de poids, de la graisse viscérale qui est vraiment très délétère. Donc à ce titre, c'est un régime qui est tout à fait bénéfique, mais il ne permettra pas à lui seul d'entraîner une perte totale du surpoids chez tout le monde. Et donc c'est ce que nous on propose avec Sequoia Santé, c'est de prendre en charge l'ensemble des aspects qui concourent au surpoids et qui concourent à cette prise de graisse. Et c'est justement pour ça, je te coupe Victor, qu'on s'intéresse au sommeil, à la gestion du stress, à l'activité physique de type sportive, mais aussi aux aspects de mobilité, aux aspects antisédentaires, bref, tous ces aspects, avec aussi bien sûr l'exposition solaire, l'exposition à des stresseurs comme le froid, etc., qui sont à la base d'une longévité, d'une bonne santé. Voilà, et c'est ce qu'on défend chez Sequoia Santé. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Boris.
Alors on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce vers le haut, ça nous donne beaucoup de motivation pour continuer à créer toujours plus de contenu. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification afin de ne rien rater. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. Pensez à télécharger votre e-book offert ainsi que vous abonner à notre newsletter. Et bien sûr, prenez soin de vous.